Ce qu'on voit quand même ces derniers temps, c'est une certaine régularité dans les attaques informationnelles qui viennent de l'étranger. Elles visent souvent les institutions algériennes et même très spécifiquement le président Tebboune. On voit émerger des figures comme cet activiste en ligne, là, Lofty Double Conin. Alors, la question c'est, est-ce que c'est juste de l'opposition politique, on va dire classique, qui s'exprime depuis l'étranger? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Une manœuvre un peu plus complexe? C'est une dynamique qu'on observe de façon assez récurrente, oui. L'objectif qui semble se profiler, du moins tel que c'est perçu et analysé du côté d'Alger, ce serait pas tant le débat d'idées contradictoires, mais plutôt une vraie tentative de semer le doute, de brouiller un peu les pistes, et même, oui, de ternir l'image des dirigeants, des institutions. On est clairement dans ce qu'on pourrait appeler une guerre informationnelle. Une guerre informationnelle et qui, logiquement, devrait appeler des réponses, des réactions. D'ailleurs, on entend des voix qui réclament ça, des communiqués officiels, des clarifications sur chaque affaire, sur chaque rumeur qui sort. Mais, au fond, demander des comptes à un État, exiger la transparence, ça paraît légitime, non? Ah mais absolument. La demande de transparence, c'est un principe démocratique de base. Mais c'est là justement que la situation devient plus compliquée. Et que l'analyse, elle, pointe une contradiction assez nette chez certains de ses détracteurs. Ah oui. Alors, explorons ça. C'est quoi cette contradiction exactement? Prenons un exemple qui revient souvent. Il arriverait avec la même personne qui va exiger très fort une clarification officielle sur une rumeur. On se souvient de l'affaire Nasser El-Djen, par exemple. Oui. Eh bien, cette même personne, peu de temps avant, elle a peut-être relayé très activement une information qui était manifestement fausse. L'exemple type qui est souvent cité, c'est celui de la prétendue disparition ou maladie grave du président Tebboune. Une rumeur qui a été ensuite directement contredite par ses apparitions publiques, répétée, son activité diplomatique visible. Donc si je suis bien, il y aurait une sorte d'ironie, on réclame la vérité, mais on a soi-même participé à la confusion générale. C'est ça l'idée. C'est l'analyse qui est souvent faite, oui. Et cette situation, elle met en lumière un vrai piège potentiel pour les autorités algériennes. Parce que si l'État algérien décidait de répondre systématiquement, de sortir un démenti officiel pour chaque rumeur, chaque montage vidéo, chaque truc posté par ce qu'Alger considère comme des sources hostiles, on cite souvent la France, le Maroc dans ce contexte, eh bien, il risquerait de tomber dans ce qu'on appelle une stratégie d'épuisement. Une stratégie d'épuisement. C'est-à-dire, ça fonctionnerait comment, concrètement? Ça voudrait dire que l'État serait tout le temps en réaction, toujours sur la défensive, obligé de dépenser du temps, de l'énergie, des ressources pour contrer des allégations qui sont parfois complètement fabriquées. D'accord. Et en répondant à tout, même à l'absurde, paradoxalement, il donnerait une sorte de légitimité ou au moins d'importance à ces attaques. Il leur donnerait une résonance qu'elles n'auraient peut-être pas eue autrement. C'est une tactique classique, forcer l'adversaire à s'épuiser en parade, en démenti, et l'empêcher du coup de se concentrer sur ses propres objectifs. Je vois l'idée. Mais l'inverse, le silence, est-ce que c'est pas encore plus risqué? Ne rien dire, est-ce que ça ne laisse pas justement la porte ouverte à toutes les interprétations? Est-ce que ça n'alimente pas précisément la suspicion que ces campagnes essayent de créer? On dit bien qui ne dit mot consent, non? Ah mais c'est tout le dilemme stratégique, bien sûr. Cependant, la contre-approche qui semble être choisie, en tout cas telle qu'on l'analyse, c'est plutôt d'opposer les faits concrets sur le terrain, plutôt que de multiplier les démentis par communiqué. L'exemple du général Changrira, le chef d'état-major, est souvent utilisé pour illustrer ça. Il y a eu des rumeurs très persistantes sur sa disparition, sa mise à l'écart, même sa fuite. Oui, je m'en souviens. La réponse qu'on a observée, ça n'a pas été un communiqué officiel. Ça a été ses apparitions publiques régulières, quasi hebdomadaires, selon les observateurs. On l'a vu présider des réunions, inspecter des unités. Donc la stratégie, ce serait opposer le concret, le matériel, à la rumeur volatile. Le visible contre l'invisible, l'action contre la parole, en quelque sorte. C'est exactement ça l'idée. Les éléments factuels. Les voyages du président à l'étranger, une diplomatie active et visible, le fonctionnement qu'on présente comme normal, les institutions, tout ça est mis en avant comme étant en soi le meilleur démenti. D'accord. Dans cette optique, la politique du silence face à certaines rumeurs, c'est pas une absence de réponse. C'est un choix. Le choix de laisser la réalité du terrain, la continuité de l'action de l'État,
parler d'elle-même. L'idée derrière, c'est que le mensonge, même si on le répète, finit par se cogner au mur du réel, quoi, et par perdre de sa force. C'est une approche qui demande quand même une certaine confiance dans la force des faits et dans la capacité du public à dévoir. Mais revenons un peu à ces voix critiques à l'étranger. Elles ne forment pas un bloc uni, hein. On entend parler de l'Arbizitou, l'islamiste, d'Amir Djezel, l'activiste, d'Abdou Semar, le journaliste, ou même de Hichem Aboud, l'ancien officier. C'est une galaxie assez hétéroclite, non? Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment les mettre tous dans le même sac? C'est un point essentiel, oui. Et c'est là qu'une autre ligne d'analyse assez forte intervient, leur profonde division interne. L'argument qu'on entend souvent, c'est qu'au-delà de cette hostilité commune, parfois très virulente contre le pouvoir à Alger, eh bien ces différentes figures n'auraient en fait aucun projet politique commun, aucune vision alternative qui soit cohérente, unifiée pour l'Algérie de demain. Donc une opposition divisée serait par nature moins efficace, moins crédible. L'analyse va souvent plus loin que juste la division. Elle parle de rivalité personnelle très forte, d'une compétition même acharnée entre ces différentes personnes. Ah oui. Et cette compétition, elle serait alimentée pas seulement par des questions d'ego, de jalousie, mais aussi, et là c'est un point très sensible, par la recherche de financement étranger. L'idée qui circule, c'est celle d'une espèce de course pour capter l'attention et donc les ressources, les fameuses parts du gâteau, qui pourraient être offertes par des puissances ou des groupes d'intérêts étrangers qui chercheraient à influencer ou à déstabiliser l'Algérie. Parler de part du gâteau, de financement extérieur pour expliquer leur motivation, ça c'est une critique qui remet sérieusement en cause leur statut d'opposant politique désintéressé quand même. Exactement. Et selon cette lecture, cette division extrême et ces motivations supposées matérielles, eh bien ça saperait leur crédibilité collective. Chacun chercherait avant tout à maximiser sa propre visibilité, son propre impact et donc potentiellement son accès à des soutiens extérieurs, quitte à entrer en conflit avec les autres ou à adopter des positions un peu opportunistes. Et tout ça, ça nuirait à l'image d'une opposition qui serait unie autour de principes clairs et d'un projet alternatif solide. D'accord. Admettons cette division, ces possibles motivations, mais même si les accusations qu'ils lancent sont parfois fausses ou exagérées, le fait de les répéter sans cesse sur toutes les plateformes, est-ce que ça ne finit pas par laisser une trace, par influencer l'opinion même inconsciemment? C'est le principe de la guerre psychologique, ça, non? Marteler un message. Ah mais c'est clairement le pari de la répétition. L'usure par la désinformation constante, c'est une technique qui a fait ses preuves. Cependant, il y a un autre élément qui est souvent souligné dans l'analyse de leur façon de faire, c'est l'absence quasi systématique d'excuses, de rétractation ou même juste de reconnaître une erreur quand les faits viennent clairement contredire ce qu'ils avaient dit au départ. Ah ouais. L'exemple de l'Arbizitou est encore une fois cité, après avoir affirmé très fort que les premières images du président Tebboune après sa maladie, c'était des faux générés par intelligence artificielle. Oui. Il n'aurait jamais publiquement reconnu son erreur. Quand les preuves vidéo et les apparitions suivantes ont validé sa thèse, il serait juste passé à autre chose, à la prochaine accusation. Donc on aurait une espèce de stratégie du mensonge et de l'oubli. On lance une info choc, on crée le doute, et si elle est démontée par les faits, hop, on passe à la suivante, sans jamais regarder en arrière, sans jamais assumer la précédente. C'est souvent comme ça que leur approche est décrite, oui. Et l'analyse suggère qu'à long terme, cette méthode, elle finit par éroder leur propre crédibilité, y compris auprès de leur public initial, qui peut finir par se lasser de ces affirmations très sûres d'elles, suivies de silence un peu gêné face aux faits. On met aussi souvent en avant la vigilance, la maturité politique du peuple algérien comme un rempart contre cette désinformation. L'idée, c'est que la population, peut-être échaudée par le passé, développerait une meilleure capacité à faire le tri entre l'info crédible et la simple propagande ou la rumeur malveillante. Continuons là-dessus. Une question se pose assez logiquement, et d'ailleurs elle est soulevée dans les analyses en ligne. Pourquoi cette obsession quasi unique sur l'Algérie, sur ses dirigeants, ses généraux? Si ces personnes sont de vrais opposants politiques, motivés par des principes de bonne gouvernance, de démocratie, de droits humains, pourquoi est-ce qu'on observe, selon ces analyses, un silence aussi frappant, voire total, concernant d'autres régimes dans la région, notamment le voisin marocain? Oui, c'est une question clé. Pourquoi ne pas critiquer avec la même force les généraux marocains, le fonctionnement du Magzen, ses pratiques internes, sa politique régionale? C'est précisément cet argument-là qui est souvent avancé pour remettre en cause la sincérité de leur motivation et pour suggérer qu'il y aurait des agendas cachés.
Ce traitement très différent, une critique non-stop, parfois obsessionnelle d'Alger, et en même temps une absence de critique, voire une certaine bienveillance envers Rabat, s'est interprété par certains analystes comme un indice fort, voire une preuve, selon eux, qu'ils n'agiraient pas comme des opposants guidés par des principes universels, impartiaux, mais plutôt, selon cette lecture, comme des instruments, des relais au service d'une stratégie hostile qui viserait spécifiquement l'Algérie. Une stratégie qui serait potentiellement orchestrée, financée depuis l'étranger. Donc, pour le dire clairement, l'absence de critique envers le Maroc serait vue non pas comme un oubli ou une question de priorité, mais comme un signe de partialité, voire d'instrumentalisation au service d'intérêts anti-algériens. C'est l'interprétation qui domine dans cette ligne d'analyse, oui. L'argument, c'est que l'honnêteté intellectuelle, l'engagement pour des principes démocratiques, ça devrait logiquement mener à une critique équilibrée, qui s'appliquerait à tous les régimes de la région, là où c'est justifié. Le fait de concentrer toutes les attaques uniquement sur l'Algérie, tout en épargnant un voisin avec qui les relations sont très tendues, ça soulève des questions légitimes sur les vrais commanditaires de ces campagnes et sur les objectifs réels derrière la simple position politique. Ce qui nous ramène à cette idée de guerre médiatique, de guerre psychologique, où la rumeur, la fake news, la mise en scène deviennent des armes de déstabilisation majeures. Exactement. Une guerre qui serait orchestrée, vue d'Alger en tout cas, avec l'objectif très clair de saper la confiance entre la population et ses institutions, de fragiliser le front intérieur, de créer un climat de suspicion partout. Cependant, la conclusion qui ressort de façon assez constante dans les analyses algériennes, c'est celle de la résilience de l'État. Les institutions, l'armée, la présidence sont décrites comme étant fondamentalement solides et capables de résister à ces tentatives de déstabilisation par l'information. Et la clé de cette résilience qu'on affiche, ce serait donc cette stratégie de communication dont on parlait, le silence sur certains points et la priorité donnée aux faits concrets. C'est l'argument principal qui est mis en avant pour expliquer cette solidité revendiquée, oui. Privilégier les actes concrets, visibles, l'agenda présidentiel rempli, une diplomatie active sur plusieurs fronts, des exercices militaires réguliers et médiatisés, le fonctionnement continu des services publics, plutôt que de s'épuiser en démentis verbaux face à chaque nouvelle rumeur. D'accord. Dans cette logique, chaque apparition publique du président, chaque sommet international où l'Algérie participe, chaque visite d'inspection du chef d'état-major, chaque projet économique lancé, tout ça devient une forme de réfutation implicite, mais qu'on présente comme bien plus puissante, bien plus crédible sur le long terme que n'importe quel communiqué de presse. Une façon de dire, voilà, notre réponse, c'est notre action. Regardez ce qu'on fait, pas ce que racontent nos détracteurs. En substance, c'est tout à fait ça. L'échec annoncé de ces manœuvres hostiles, il repose donc sur deux piliers. D'un côté, la solidité institutionnelle et la continuité de l'action de l'État algérien qui prouverait sa stabilité. Et de l'autre côté, l'érosion progressive de la crédibilité des accusateurs eux-mêmes à cause de leurs contradictions, de leurs motivations jugées suspectes et de leurs allégations qui seraient régulièrement démontées par la réalité des faits. C'est une dynamique vraiment complexe et assez révélatrice des enjeux informationnels d'aujourd'hui. Cette bataille où le silence devient une arme tactique, où le réel, le tangible, est censé contre la vitesse des rumeurs numériques. Mais la question qui demeure, c'est la viabilité de cette stratégie sur le long terme. À l'ère de l'instantanéité des réseaux sociaux où une fausse info peut devenir virale en quelques heures et modeler les perceptions bien avant que les faits puissent la rattraper, ce pari sur le réel, est-ce qu'il est toujours gagnable ? C'est effectivement toute la question et c'est le vrai défi stratégique pour l'avenir. La crédibilité, c'est une monnaie très volatile. Ça se gagne lentement, ça peut se perdre très vite et ça vaut pour tout le monde, des deux côtés. La grande inconnue, ça reste de savoir si la répétition non-stop de la désinformation, même quand elle est fausse et régulièrement démentie par les faits, ne finit pas par simple usure, par saturation, par éroder quand même subtilement, mais sûrement, la perception publique, par installer un doute persistant qui fragilise la confiance. Ou si, à l'inverse, la solidité affichée des institutions, ajoutée à une certaine lassitude ou un scepticisme grandissant du public face aux fake news, aux manipulations trop évidentes, si tout ça suffira à maintenir le lien de confiance et à rendre ces campagnes inefficaces. C'est un affrontement permanent dont l'issue se joue autant dans la sphère des faits concrets que dans celle plus difficile à saisir des représentations et des esprits.